de la famille des enfants de l'épanocytaire. C'est la famille qu'il faudra apprendre à. S'il y a de la fièvre, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a une douleur, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a des conseils. Quand il fait chaud, comment boire? Quand il fait froid, il ne faut pas qu'il y ait de l'endurance, il ne faut pas qu'il y ait des déshydratation, il ne faut pas qu'il y ait les sorties d'école dans des, en ski avec des altitudes qui dépassent 1500. Il va faire sa crise à 1500 mètres d'altitude parce qu'il y a moins d'oxygène, il va faire sa crise. Donc, vous voyez bien, la prise en charge de l'enfant, c'est avec la famille. Pour lui apprendre quand est-ce qu'il faut se rendre, comment il faut faire à la maison. Si c'est atteint telle chose, il faut aller directement. On apprend même au moment comment palper la rate des enfants de l'épanocytaire. Parce que d'un seul coup, vous pouvez avoir un enfant, un ventre qui commence à aller, et puis vous palpez, vous avez une rate qui est énorme, c'est une urgence de l'épanocytaire. On apprend moi-même, ou aux parents, l'enfant a un enfant de 10 ans, et il parle correctement, et d'un seul coup, il n'arrive plus à parler, ou il parle, on ne comprend pas ce qu'il parle. Ben oui, c'est un accident vasculaire cérébral, vite, il faut aller amener l'enfant aux urgences pédiatriques. Vous voyez, toutes ces urgences, c'est le pédiatre qui gère ça. C'est l'adulte, quand ils arrivent chez nous, comment? Alors là, je vais vous dire une chose qui me tient à cœur. C'est la transition enfant-adulte. On a énormément de déperdition, de suivi des enfants de l'épanocytaire à l'âge adulte. C'est tellement simple. Vous avez un enfant, même chez ses parents, à partir de l'âge de 15 ans, moi je suis un papa, on a du mal à maîtriser un enfant à l'âge de 15 ans parce que c'est sa crise d'adolescence. 17 ans, 18 ans, à partir du moment où il a ses 18 ans, papa, maman, je suis majeur, donc j'ai une certaine autonomie. Donc, oui, la maman va dire, tu es parti voir ton médecin? Mais oui, je suis allé parce qu'il n'a pas envie d'aller, et sa maman n'a plus l'autorité aussi pour vous forcer à aller voir le médecin. Oui, cette perte de suivi occasionne pas mal de crises et pas mal de complications. À l'âge adulte, c'est essentiellement les complications des drépanocytaires. Maintenant, qu'est-ce qu'un enfant qu'est-ce qu'un patient drépanocytaire? Celui qui est SS, il est homozygote, SS, il est drépanocytaire, c'est la référence de la drépanocytose, c'est celui qui fait des crises. Maintenant, chaque individu a sa manière de réagir par rapport à sa drépanocytose. C'est pas parce que vous êtes 3, 4 devant moi, vous êtes SS, vous allez faire les mêmes complications, vous allez réagir de la même manière, vous allez faire les mêmes urgences drépanocytaires. Pas du tout. Il y a une sélection naturelle qui se fait. À partir de la naissance, on a tous une hémoglobine fœtale. Vous avez bien une hémoglobine fœtale, c'est-à-dire qu'on prend de la maman à la naissance. Eh bien, la loi de la pesanteur veut que, à partir du moment où vous sortez, vous tombez par terre, cette hémoglobine fœtale, au bout de 3 mois, va disparaître et sera remplacée par l'hémoglobine adulte normale que nous avons. Cette hémoglobine adulte, le SS, il n'a aucune hémoglobine adulte. Sachez-le. Il n'a aucune, il y a 0 hémoglobine. Il est SS. Tous les deux allèles sont malades. Il est malade SS. Il y a une autre variante SC, c'est-à-dire qu'il y a une hémoglobinopathie S, drépanocytaire, mais il y a également une autre hémoglobinopathie C, qui se voit surtout au Burkina Faso, que tout le monde a fini par avoir parce que maintenant les gens voyagent, il y a eu un métissage des populations, je ne sais même pas, des États-Unis jusqu'au Burkina Faso, un métissage des populations, les gens se marient, donc ce qui fait qu'elle se retrouve partout aussi, cette hémoglobine C, SC. Mais la particularité de SC, effectivement, tout le monde, les gens qui ont, ou les mamans, ou les parents qui ont eu l'habitude d'accompagner leurs enfants, le SC, il fait moins de crises. Et oui, il fait moins de crises. Mais 2 complications de guette, c'est au niveau articulaire, les articulations au niveau des épaules et au niveau des hanches, et la tête rétinienne. Vous voyez bien, je vous disais que chez l'adulte, ce sont les complications chroniques qu'il faut guetter. Donc si jamais vous ne demandez pas à une radio, si jamais il dit ah oui j'ai mal à la hanche, vous ne prêtez pas attention, ah oui j'ai une baisse de vision, vous ne prêtez pas attention, ben, quand ça va arriver, c'est trop tard, on pourra toujours faire quelque chose derrière, mais on est arrivé trop tard, on s'est guetté les complications. D'accord? Donc c'est une cause noble,
la meilleure manière de savoir si on est drépanocytaire, je crois que c'était la première question que vous allez me poser, eh ben, c'est une prise de sang. En France, le dépistage de la drépanocytose est obligatoire dans les dom-toms. Les dom-toms, c'est les pays d'outre-mer, depuis 2000. En métropole, c'est-à-dire ici, en France, métropolitaine, ce qu'on appelle un dépistage ciblé. Un des parents originaires des zones à risque de drépanocytose, il faut dépister avant la sortie de la maman, les 72 heures après l'accouchement, il faut dépister l'enfant. On prend une goutte de sang au niveau du talon, c'est papier buvard, et puis on va faire une lectophorèse de l'hémoglobine. Donc ça se fait dans tous les laboratoires en ville, lectophorèse de l'hémoglobine. D'accord? C'est une prise de sang. Tout à l'heure, Mme Ward disait que ce serait bien aussi de faire dépister avant de se marier. Mais je vous ai dit, c'est à la naissance. À la naissance, si vous avez un des parents qui est originaire d'une zone à risque. Ça, même plus les hôpitaux le savent, avec les 5 autres maladies héréditaires connues, on dépiste la drépanocytose. Je crois que je ne vais pas m'attarder sur d'autres choses. Si vous avez des questions sur la drépanocytose, on ne va pas parler de médical, on va parler surtout de l'associatif. Comment s'organiser. Tout à l'heure, Mme Ward disait, l'accueil des malades drépanocytaires, en 3 ans, on a fait un travail énorme au niveau de l'hôpital d'Orléans. Comment s'organiser, c'est des maladies qui étaient méconnues des médecins, méconnues des services, pas uniquement à Orléans, mais partout, même en Europe. Les gens s'organisent, il y a des protocoles qui sont en place. L'accueil, on sait très bien, le temps d'attente aux urgences, on va écouter ça pour les drépanocytaires quand ils arrivent en crise. Ils vont aller ce qu'on appelle dans les salles de choc, où toutes les urgences, vraies urgences, le drépanocytaire sera placé au même niveau. Donc ce qui fait que dès qu'il arrive, on s'en fout qu'il soit enregistré ou pas, il est dans la salle de choc, il y a un médecin qui est présent, qui le voit, et puis qui va le switcher selon le degré de sa douleur. Donc dans les services, on a toutes des infirmières qui sont formées dans l'éducation thérapeutique. Vous allez me dire que je parle du charabia à l'éducation thérapeutique, mais l'éducation thérapeutique, le diabétique, il faut qu'il soit éduqué. Toute maladie chronique nécessite une éducation thérapeutique. C'est-à-dire que si vous connaissez votre maladie, plus vous êtes acteur de votre maladie. Et ça s'est prouvé dans toutes les pathologies chroniques, quelle que soit la situation. Mais si vous faites comment on appelle ça, le naïf derrière, ben quand vous venez en consultation, j'ai des patients qui ne parlent pas. Il faut les pousser à parler. Pour d'autres pathologies chroniques, il faut les pousser à parler. Donc vous voyez pendant une demi-heure et vous rentrez, alors vous avez toute une vie devant vous. Il faut qu'il y ait un suivi des pathologies chroniques par l'éducation thérapeutique. Toutes nos infirmières sont formées là-dessus. Je vous remercie. Alors, une thalassémie, on m'a dit de parler de thalassémie. Une thalassémie, c'est ce qu'on appelle la bêta-thalassémie mineure, maladie de Cooley. C'est celle qui se vit dans la Méditerranée. Dans tous les pays méditerranéens connaissent cette maladie, qui est l'anomalie, la drépanocytose est une anomalie structurelle de l'hémoglobine. C'est-à-dire que l'hémoglobine est là, mais il y a une déformation au niveau génétique par la substitution d'un acide aminé, c'est du charabia pour vous, qui a été remplacé en acide aminé, c'est ça qui va former les paires, de chromosomes. Donc qui a été substitué, changé totalement, qui était une acide glutamique qui a été changé par la valine. C'est une anomalie de structure de l'hémoglobine, l'hémoglobine est déformée. La bêta-thalassémie, c'est un défaut de synthèse de l'hémoglobine. Il y a la bêta qui devrait être là et qui n'est pas là. Généralement, les gens sont beaucoup plus malades, qui nécessitent beaucoup de transfusion, beaucoup plus que les drépanocytaires. Et souvent, ça amène à des surcharges de fer. Ces surcharges de fer, vous savez que le fer, heureusement, que nous consommons dans l'alimentation, c'est juste pour notre besoin quotidien en fer. Quand vous avez une anémie, on vous traite une anémie qui est d'origine ferriprive, on vous donne du fer pour corriger l'anémie. On ne va pas vous dire de prendre tout le temps du fer parce que le fer ne s'élimine pas dans l'organisme.
quand vous en prenez plus pendant les transfusions, cet excès de fer, qu'on appelle les ferritémiques très élevés, sera stocké au niveau du foie, qu'on appelle l'hémochromatose, sera stocké au niveau du cœur, l'hémochromatose cardiaque, sera stocké au niveau de la thyroïde, et ça fait des dégâts. Donc ce qui fait que les gens, on est obligé de mettre des chélateurs de fer, c'est-à-dire des médicaments qui vont enlever cet excès de fer, pas totalement, des chélateurs de fer, qui sont souvent moins tolérés. Ils ont non seulement leur maladie, mais également hémochromatose sera ajoutée, des programmes de transfusion, échange, exsanguino-transfusion qui suivent. Donc les thalassémies en cause beaucoup plus que les drépanocytaires, mais la thalassémie est restée dans les pays méditerranéens. C'est une anomalie de synthèse de l'hémoglobine et non une anomalie de structure comme dans la drépanocytose. N'hésitez pas, soyez relax, posez les questions les plus béabas, on est là pour répondre. Mais dans notre famille, on a des problèmes de fer, on a tout ce qui est l'anémie. Étant petit, ça n'a aucun problème. Et plus l'âge avance, plus tu vois qu'on pratique. Et quand tu restais même rester longtemps debout, en fait, on a fait tout et tout. Et à chaque fois, quand on fait les besoins, c'est le faire. Les familles, les gens déjà, il faut participer à cette Direct, il faut connecter sur l'ordinateur. Ouais, alors, je vais répondre. Oui, il faut vidéo connecter la DAN. Je vous ai parlé de la drépanocytose et la thalassémie qui sont des maladies, des syndromes drépanocytaires majeurs. Il faut connecter l'écran Mais ordinateur. l'hémoglobine, il y a 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta. L'alpha-thalassémie, qui est présente en Afrique noire, qui ne rend pas malade, donne des anémies. Ce qui fait que les gens sont souvent fatigués. Quand ils font un bilan, ils ont une anémie entre 10 grammes et 11 grammes. Les médecins vont faire un bilan de fer, ils vont trouver qu'il y a un peu de fer qui manque, ils vont dire de prendre du fer. 3 mois après, 4 mois après, les gens retombent encore, ils ont une anémie à 11 grammes, à 10 grammes. C'est une alpha-thalassémie qui ne rend pas malade. Mais vous allez toujours avoir. Mais pour connaître ça, il faut prendre votre sang, l'amener dans un laboratoire spécialisé pour faire screener vos chromosomes pour voir l'anomalie génétique. Où est-ce que ça se situe? D'accord? Et ça, c'est normalement, avant, quand vous venez dans notre hôpital, on peut vous faire une prise de sang et envoyer ça à Crété. Mais puis les délais d'acheminement, il y a une altération de l'ADN. Il faut que les malades soient physiquement présents à Crété pour faire ce prélèvement et cette analyse. D'accord? Mais c'est des alpha-thalassémies très présentes en Afrique. Hein. Moi-même dans ma famille, oui, on les remarque parce qu'ils ont un aspect un peu tellérique. Tellérique, c'est-à-dire un aspect un peu asiatique. Quand on voit leurs yeux, ils ont un peu un aspect un peu asiatique. C'est l'alpha-thalassémie qui est beaucoup présente en Asie. Je vous remercie. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant. Je remercie beaucoup ceux qui ont pensé à l'association de l'hôpital, les membres, et ceux qui ont une initiative, en tout cas, de commenter cette réunion, parce que ça, c'est une question. Après cette maladie qui est, en tout cas, d'après l'exposé du docteur, intéresse plus particulièrement les communautés. Parce que le nom, bien sûr, cette maladie est un peu répondue de chez nous. Parce que nous, nous venons ici, nous ne pensons pas exactement que c'est la définition. Et par contre, apparemment, effectivement, le travail, c'est la région du fleuve. La région du fleuve, il n'est pas posé une question n'étant pas héréditaire, n'étant pas contagieuse, héréditaire. Qu'est-ce qui fait qu'elle se développe aussi facilement? Parce qu'il faut quand même que les deux parents soient infectés et cette déficience pour que l'enfant qui va naître
hérite de cette maladie-là. Il fait ce phénomène, effectivement, il y a l'immigration, mais je crois que le docteur a quelque chose à nous expliquer qui fait que pourquoi ça s'est répandu ou c'est rapidement. Oui, j'ai raté à l'exposition cette chose. C'est pour vous dire que les deux allèles, je vous ai dit que il faut que vous héritiez les deux allèles des parents pour être malade de la drépanocytose. Quand vous n'héritez qu'une seule partie de l'anomalie de l'hémoglobine qui donne la drépanocytose, vous êtes porteur d'un trait drépanocytaire qu'on appelle les AS hétérozygotes. Les AS hétérozygotes, comme vous et moi, rien ne se passe, sauf si vraiment vous leur forcez les conditions qui font qu'ils vont faire une crise. Vous les amenez à 1500 mètres, vous les mettez dans une chaleur de 45 degrés pendant 8 heures de temps, ils finiront par faire une crise parce qu'ils ont à peu près 50% d'hémoglobine normale et 50% d'hémoglobine anormale. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça se répand? Je vais vous dire une chose. Je vous ai parlé de la prise en charge de drépanocytose chez l'enfant. En Afrique, chez l'enfant. Eh bien, ces enfants-là, les drépanocytoses homozygotes SS meurent avant l'âge adulte. D'autant plus que le paludisme, le SS, il fait le palu comme vous et moi. Donc vous voyez bien, le palu va donner une hémolyse, il va casser les globules rouges, pendant que lui-même, il est en train de casser ses globules rouges. Donc si jamais il n'y a pas une prise en charge correcte, cet enfant peut mourir du paludisme. L'autre aspect, les hétérozygotes AS, qui ne portent que le trait drépanocytaire, eux, ils sont résistants au paludisme. Donc ce qui fait qu'ils vont survivre, ils ne feront même pas de palu. Dans la population, ils vont grandir, ils vont encore naître, faire naître encore. Si jamais ils croisent un AS, vous avez quand même 25% de chance à chaque grossesse d'avoir un enfant malade. Si vous êtes à deux, tous les deux vous êtes AS. Moi je suis AS, elle est AS. Si on se croise, chaque grossesse où il y a un enfant sur 4 qui risque d'être drépanocytaire homozygote SS. C'est la loi de la génétique, ça. D'accord? Donc c'est ça, c'est les hétérozygotes AS qui survivent longtemps, qui se marient entre eux, qui font que vous allez faire naître des enfants homozygotes. À chaque grossesse, vous pouvez avoir 25% de chance. Que faire pour éviter que les deux personnes ne soient pas AS? Ah, Ils naissent avec des le dépistage. On revient au dépistage. Vous, moi, mes enfants, qui que ce soit, avant de... S'ils ne sont pas dépistés à la naissance, moi, tous mes enfants sont dépistés à la naissance. S'ils ne sont pas dépistés à la naissance, il faut le faire avant le mariage. Parce que l'autre, vous allez marier, homme ou femme en tout cas, il faut qu'il soit dépisté. Étant originaire d'une zone à risque, je précise très bien, il faut être originaire d'une zone à risque. L'Afrique noire, le Maghreb. Eh bien, si vous êtes tous les deux AS, c'est le conseil génétique. À chaque avant-conception, vous allez voir le généticien avec votre médecin pour qu'il y ait le conseil génétique. C'est lui qui va vous dire que les 25% de chance à chaque grossesse d'avoir un enfant malade, vous êtes adulte, c'est vous qui prenez votre responsabilité. Mais on peut le savoir aussi, si vous êtes enceinte, on peut également faire des analyses entre la 11e semaine et la 14e semaine de grossesse. Soit ce qu'on appelle le placenta, on fait une analyse du placenta, le trophoblaste. À la 11e semaine, on peut faire une ponction et voir le chromosome de l'enfant. Est-ce qu'il sera SS ou pas? Mais avant de le faire, en tant que parent, il faut que vous soyez bien préparé, non seulement par votre généticien, mais également par votre psychologue et par vos médecins. Parce que si jamais c'est un SCS, il faut que vous soyez préparé à une interruption thérapeutique de grossesse. Si vous ne voulez pas que l'enfant naisse. Ça ne revient qu'à la décision des parents, avant même d'aller au conseil génétique et après le conseil génétique. D'accord? C'est l'intérêt des conseils génétiques. Après, il faut y avoir l'amniosynthèse à la 14e semaine. On peut faire aussi l'amniosynthèse, le liquide amniotique. On peut faire l'étude du chromosome de l'enfant pour savoir aussi si on a un homozygote. Okay? Pour éviter qu'il y ait des enfants qui naissent avec SS, voilà la possibilité. C'est le conseil génétique. Le dépistage, le conseil génétique. Je voulais juste savoir, comment il faut savoir qu'on est AC. Est-ce que
si on fait le dépistage, on reconnaît assez ou on ne trouve pas? Quand on fait l'analyse pour faire le dépistage de la drépanocytose, c'est l'électrophoraire de l'hémoglobine. L'électrophoraire de l'hémoglobine, il va rechercher votre hémoglobine fœtale de naissance, pour voir le pourcentage de votre hémoglobine fœtale de naissance. L'hémoglobine adulte normale, l'hémoglobine S drépanocytaire et d'autres hétérozygotes composites qu'on appelle le C ou la bêta-thalassémie associée, le bêta-0-thalassémie ou le bêta-plus-thalassémie. D'accord? Donc on peut être S-bêta-0-thalassémie ou S-bêta-plus-thalassémie, dans ce cas avec l'hémoglobine A2 qui est très élevée. Donc bien qu'à l'électrophoraire de l'hémoglobine qu'on vous demande, on peut savoir si vous êtes SS, SC ou S-bêta-0-thalassémie. Est-ce que le test de falsiformation complète l'électrophorèse d'hémoglobine? Est-ce que c'est toujours... Le test de falsiformation, ce qu'on appelle le test d'Italo. Ouais. Ou en Afrique, il y avait encore, ils appelaient ça, j'ai oublié, ça c'est un frottis. Oui, c'est écrasement. Vous le mettez dans les conditions et vous voyez les drépanocytes. Selon frottis, quand vous voyez les drépanocytes, vous ne pouvez pas dire s'il est homozygote SS ou hétérozygote SS. Tout ce que vous avez vu, c'est les drépanocytes. On peut trouver... Dans ce cas, ces tests-là, par exemple, pratiquement, ils ne sont plus utilisés en France. Hein. C'est l'électrophoraire d'hémoglobine et la chromatographie liquide à haute performance, en HPC. J'ai parlé de ça parce que moi je suis biologiste et j'ai travaillé dans un laboratoire d'analyse médicale en Algérie. Et généralement, à l'époque, je dis bien, à l'époque, les médecins demandaient d'abord le test de falsiformation. Effectivement. Et après c'est l'électrophoraire. Voilà. Effectivement. Pour savoir parce s'il que y a un risque. La sensibilité et la spécificité. La sensibilité n'était pas bonne. Voilà. La sensibilité et la sensibilité, c'est le fait de croiser un S. Voilà. Ben, on ratait 20% de trouver un S par le test de falsiformation qui est le test d'Italo ou bien le test d'Emel qui est utilisé en Afrique, le test d'Emel utilisé en Afrique. Donc c'est l'électrophorèse et la HCLP qui font le diagnostic et la biologie moléculaire bien sûr pour screener toutes les protéines des anomalies de l'hémoglobine. Mais vous avez parfaitement raison. Jusqu'à présent, il y a des laboratoires qui utilisent le test de falsiformation. Il y a beaucoup de questions à poser. N'hésitez pas. Docteur, on voulait savoir comment on appelle la maladie un peu. Et la thèse qui avait dit que beaucoup d'habitants avec le fleuve Sénégal subissent une maladie à l'eau qui consomme au niveau du fleuve. Est-ce que vous répondu pour que je répète sur les deux bords du fleuve Sénégal? Et comment ça se fait un peu? Un peu, effectivement. Et tout ce qui est attrait au sang, choréo. Comment on dit ça? Et comme chez la femme après l'accouchement, il y avait cette dénomination aussi. On dit guéréum. C'est soit que elle a saigné pendant la grossesse, ou qu'il y a une rétention de placentaire, on disait aussi sur guéréum. Et il y avait même des troubles psychologiques qui accompagnaient cette maladie chez la femme qui a accouché. Donc comme c'est une maladie génétique et l'enfant est issu de cette maman, les gens appellent ça guéréum. Mais vous me posez une question, est-ce que c'est avec l'eau? Je sais pas. Oui, parce que au Fouta, particulièrement, on dit que la drépanocytose est trop répandue dans la région, c'est tout parce que les gens consomment beaucoup l'eau du fleuve. Non, parce qu'ils se marient entre eux. C'est des méconnaissances, c'est une méconnaissance. C'est une maladie génétique. C'est parce qu'ils se marient entre eux. Oui, c'est... Quand vous dites à quelqu'un... Alors, nous, on est des praticiens. Quand vous faites un dépistage, il faut quand même, avant de demander à quelqu'un un dépistage, il faut qu'il soit préparé au dépistage. Madame, vous venez, je vais faire un dépistage de drépanocytose. D'abord, il va poser c'est quoi la drépanocytose. Voilà, c'est ça et ça. Et si jamais le test est positif, qu'est-ce que ça peut être? Quand vous lui dites que vous n'êtes pas malade, votre enfant n'a pas la drépanocytose SS. Non, il a juste AS comme hétérozygote. Mais il a envie de comprendre. Ce AS hétérozygote-là, qu'est-ce qu'il fait avec son enfant? Mais on vient de le dire. Parce que cet enfant-là, si jamais il se marie avec une autre personne,
qui est AS, il y a risque de transmission de la maladie elle-même. À chaque grossesse, il y a un risque d'encart. Je vous ai dit de parler du conseil génétique. C'est là l'intérêt du conseil génétique. Préparer la femme qui est AS, son mari est AS. Le risque, effectivement, c'est quand vous faites le croisement AS et AS, le risque c'est dans la dernière des cases, vous avez SS. Sur 4 cas, vous avez SS dans 1 cas. Donc, ce qu'eux, ils ne veulent pas, le couple, ce qu'ils ne veulent pas, c'est effectivement, c'est d'éviter cet enfant SS. Mais c'est un risque. Sur une grossesse, vous avez 25% de chances d'avoir un enfant SS. Maintenant, quand vous faites effectivement, maintenant vous êtes allé, vous allez accepter d'aller au dépistage, d'aller jusqu'à les prélèvements trophoplastiques, 11e semaine d'aménorrhée, avant même les 12 semaines. Pour vous dire que, finalement c'est un SS. Mais la décision va vous revenir. C'est pas au médecin, c'est à vous en tant que parent. Mais oui, c'est un SS, mais les SS vivent très bien avec les maladies, je préfère garder mon enfant. Ça respecte. D'accord? Le trait, vous avez transmis un hétérozygote AS, mais pas SS quand même. Mais vous êtes AS, le croisement, malheureusement il n'y a pas de stylo et tout ça. AS, votre mari est AA. Il y a quand même sur les 4 cas, un AS quelque part. Oui. Un AS quelque part. Vous êtes AA, l'autre AS. Si vous croisez, l'autre est AA. Si vous croisez, il y a quelque part AS. Donc c'est 25% de AS là, tu l'as transmis. Regarde, c'est la même chose si ton mari était AS que si on est tombé sur un SS malade. Donc c'est pas nul quand on vous dit le risque de 25%. C'est énorme, 25%. En termes d'épidémiologie, quand on parle au-delà de 1%, c'est énorme. Donc 25%, c'est énorme. D'accord? Par contre, si vous dites que vous faites des crises, c'est ça que vous m'avez dit. Vous êtes AS, vous avez souvent. Mais oui, c'est. Alors, vous êtes AS, parce qu'au niveau de réparation majeure, mais si vous allez, je vous amène au centre de référence à Créteil, on scanne sur le plan génétique vos hémoglobines, et bien on va retrouver au niveau de l'alpha-thalassémie des anomalies de l'hémoglobine alpha-thalassémique qui donnent des anémies de 10 à 11 grammes chez les Africains. Il y en a énormément, 70% des Africains, ils ont une alpha-thalassémie mineure qui n'est pas malade. D'accord? Vous avez votre électrophorèse d'hémoglobine? Vous avez votre électrophorèse d'hémoglobine? L'analyse? Vous l'avez? Vous voulez bien consulter votre électrophorèse d'hémoglobine? Il faut voir s'il n'y a pas une association, parce que l'hémoglobine C, il faudra demander à ce qu'on la caractérise. D'accord? La bêta-thalassémie, il faut la demander qu'on la caractérise. Donc s'il y a un ennemi avec ça, il faut voir la bêta. Peut-être que vous ne pouvez pas être S-bêta, parce que la bêta-thalassémie, c'est une dépendance majeure. Donc vous avez une anomalie au niveau de l'alpha-thalassémie associée à une hétérozygocie AS, et même sûr, vous allez souvent faire des petites crises douloureuses, c'est tout à fait normal. Et avoir une anémie aussi, parce qu'il y a une hémolyse au niveau de votre sang. Alors, les douleurs tout le temps, il y a des AS
qui font des crises douloureuses comme le SS, mais c'est uniquement le AS antillais. Ça c'est connu, c'est le AS antillais. Il y a des malades qui m'ont posé des questions pendant la journée internationale de la drépanocytose à l'hôpital, qui sont AS, qui c'est des âgés de 45 ans, et qui me disent qu'ils ont fait des crises douloureuses comme la drépanocytose. Et ils sont suivis et ils sont traités. Vous savez que toute maladie, si on ne s'approprie pas de l'épidémiologie, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Nous, en France, on nous dit l'AS antillais, parce que les Antilles, c'est la France. Ils sont intéressés de l'épidémiologie. Peut-être que nous aussi, si nous sommes intéressés à l'épidémiologie de la drépanocytose et l'analyse génétique de toutes les populations africaines, peut-être qu'on trouverait des AS capverdiens, des AS, je ne sais pas, dans notre pays, qui feraient des crises comme l'AS antillais. Mais il n'y a pas ces études. On sait quand même qu'il y a des AS antillais qui font des crises. Elle, je crois qu'elle est AS parce que tous les symptômes que fait les AC, elle fait de thrombose, elle a des problèmes sur ses jambes. Elle vient de se faire opérer de ses yeux. Donc, AC, elle est AC, c'est ça que je dis tout le temps. Aminata dit AC, ouais. Parce que tout ce qu'on décrit sur les AC, elle les a, ces signes-là, elle les a. C'est vrai que dans notre famille, il y a beaucoup de drépanocytose, mais il y a différentes formes. Oui. Pouvez-vous nous parler du quotidien, des difficultés rencontrées par rapport à l'organisation au quotidien, quand il y a des crises et dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça impacte, cette maladie voilà, pour les enfants? C'est une très bonne question qui relève aussi de l'associatif, qui relève des parents, des enfants drépanocytaires, rien qu'avec la scolarisation. On a des PAI, qu'on appelle les programmes d'accueil individuel. Des programmes d'accueil individuel pour les enfants malades pour qu'ils aient une meilleure scolarité. Vous avez vu le quotidien de ces patients? Il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination. Il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination, non seulement au niveau du regard, parce que rien que ça, c'est de la discrimination. Nous, on suit beaucoup de pathologies chroniques. Et dans ces pathologies chroniques, quand je parle de pathologies chroniques, c'est des pathologies qu'on vit avec. Et beaucoup de discrimination, non seulement au niveau, je dirais, familial, mais qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau social et au niveau sociétal. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination au niveau du travail. Et il ne faut pas qu'il y ait de discrimination au niveau scolarité. Ce sont des enfants hyper intelligents. Ce sont des enfants qui sont capables, à partir du moment où on a